Donc nous allons aborder cette première session ou séance plénière sur la vigilance éthique pendant la conduite de la recherche et au-delà. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe qui a organisé cette université, et particulièrement M. Xil, pour véritablement une organisation managériale et scientifique de très grande qualité. Vigilance éthique pendant la conduite de la recherche. Nous devons garder en mémoire combien, dans notre médecine, la médecine occidentale, l'evidence-based medicine, la recherche est un principe, un pilier fondateur. Nous allons donc réfléchir sur cette vigilance au travers de 4 interventions qui vont se succéder pour ouvrir ensuite le champ de la discussion. Tout d'abord, le docteur Alexandra Foubert-Samier, neurologue, chef de service adjoint du service de neurologie du CHU de Bordeaux, coordonnatrice des centres experts de la maladie de Parkinson. Elle posera d'emblée, à partir de 3 histoires, 3 vies brisées par des maladies neuro-évolutives rares, l'émergence du dilemme éthique que suscite l'espoir de donner une chance à ces patients et les limites rationnelles qui doivent encadrer ou pour le moins moduler cet espoir et ainsi protéger la dignité et l'autonomie de ces patients. Le professeur Thibaut Azer, oncologue, directeur du Centre éthique et recherche en santé à l'université et au CHU de Bordeaux, poursuivra d'une certaine façon sa belle réflexion qu'il a menée hier matin, et surtout, il analysera, déconstruira le concept de méprise ou illusion thérapeutique. Concept mal connu, il faut le dire. Ensuite, M. Jérémy Hénez, ergothérapeute, doctorant à l'université de Rennes, montrera à partir d'exemples concrets de terrain combien souvent la construction de projets sous forme de protocoles précis et sécuritaires ne garantit en rien une démarche éthique ou une bonne pratique de l'éthique. Enfin, le docteur Geneviève Demour, vice-présidente déléguée et membre du Conseil éthique de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées, et surtout gérontologue et médecin pionnier en matière de réflexion sur ce que devrait être un EHPAD, et je peux confirmer l'avoir vécu auprès d'elle sur le terrain, insistera sur la vigilance en recherche et sur le ressenti qu'en ont les patients qui y participent. Elle insistera sur ce qu'elle appelle la présomption d'incompétence et elle abordera aussi le problème du consentement et les grands principes de non-malfaisance et de bienséance. Nous allons tout de suite commencer avec le docteur Alexandra Foubert-Samier. Mesdames, Messieurs, effectivement, j'ai d'abord envie de vous mettre dans ce que c'est cette réalité des maladies neuroévolutives et la réalité des patients que nous avons en face de nous quand on doit discuter de recherche. Donc je vais commencer par vous donner 3 histoires, 3 visages, 3 vies bouleversées par une maladie rare. D'abord, il y a Madame P, 53 ans, qui présente des troubles de l'équilibre qui évoluent depuis environ 3 ans. Sa marche se ralentit. Elle doit maintenant utiliser une canne pour pouvoir se déplacer.
Ça fait 20 ans qu'elle est secrétaire de sa petite entreprise et son employeur a pu adapter son travail pour qu'elle puisse continuer à mener son activité professionnelle. Mais son poste devient difficile à tenir. Elle est mariée, elle est mère de 3 enfants et son mari est chauffeur routier. Il n'est pas là la semaine. Donc c'est elle qui gère l'administration, la maison. Et maintenant, il faut qu'elle gère aussi sa maladie. Monsieur B, il a 56 ans. Il est agriculteur. Mais il est veuf depuis la naissance de ses 2 jumeaux, qui ont maintenant 16 ans, qu'il a aidé à grandir, avec l'aide de sa fille aînée qui a 19 ans, qui commence des soins infirmiers. Lui, sa maladie évolue depuis 5 ans environ et chaque jour, ça devient vraiment de plus en plus difficile de gérer son exploitation agricole. Et puis Madame B, 65 ans, retraitée, elle est mère de 3 garçons, elle vient d'être grand-mère d'une petite fille de 6 mois, mais son fils ou même elle peuvent avoir du mal à lui laisser la petite fille à garder parce que quand elle la prend dans ses bras, elle a peur de tomber avec. Ça la fait pleurer en consultation. Elle essaie de continuer à marcher avec ses amis, de jardiner un peu, mais bien souvent, elle est de plus en plus fatiguée et c'est difficile de maintenir ses activités. Ces 3 patients ont une maladie neuroévolutive, neurodégénérative rare, qui est une forme atypique de Parkinson. Et cette notion d'atypique n'est pas anodine parce que elle est certes proche dans la manière de se présenter pour une maladie de Parkinson, mais elle a des grandes différences et qu'il a fait avec une grande distinction par rapport à la maladie de Parkinson, à savoir que les traitements qui fonctionnent dans la maladie de Parkinson pour contrôler les symptômes moteurs ici ne marchent pas du tout. Le handicap moteur progresse très vite. On sait que c'est des patients qui, en 4-5 ans, malheureusement, ont besoin de recourir à un fauteuil roulant et que leur espérance de vie est d'en moyenne de 8 ans. Ce sont des patients qui s'enferment dans leur corps, mais leur esprit reste intact. Il n'y a pas franchement d'atteinte cognitive dans cette pathologie. Vous imaginez bien que dans ce contexte, les attentes vis-à-vis de la recherche sont immenses, parce que pour ces patients, la recherche n'est pas un luxe. Et bien souvent, ils me le disent, c'est leur seul espoir que les choses avancent dans la recherche. Cependant, comme cette maladie partage des mécanismes physiopathologiques proches de la maladie de Parkinson, elle intéresse néanmoins les laboratoires pour développer des thérapeutiques, parce que si un traitement fonctionne dans cette maladie, il pourrait fonctionner dans la maladie de Parkinson. Mais comme c'est une maladie rare, trouver des patients pour les inclure dans les essais thérapeutiques en nombre suffisant, bien souvent, il y a besoin d'avoir des protocoles internationaux pour aller dans les différents centres et inclure en moyenne 3 à 4 patients par centre. Depuis une dizaine d'années, les essais se multiplient, mais avec eux, vous allez le voir, les dilemmes éthiques aussi arrivent. Pendant plus de 10 ans, j'ai été médecin référent de ce centre maladie rare. J'ai diagnostiqué, suivi, accompagné plus de 400 de ces malades. J'ai proposé, j'ai ce qu'on appelle screené, identifié un patient, savoir si on pourrait lui proposer ce protocole. Et j'ai inclus nombre de ces malades dans des essais thérapeutiques. Et effectivement, la frontière entre le soin et la recherche est mince, elle est très mince. D'un côté, je suis médecin, j'écoute, j'accompagne, je soulage. Mais de l'autre, je deviens un investigateur. Je dois présenter les protocoles, je propose des inclusions, j'explique les bénéfices, en sachant qu'ils peuvent tout à fait être incertains. Et c'est là que commence la vigilance éthique, parce que les dérives sont possibles et parfois elles sont même faciles. Prenons un exemple. Dans un des essais que j'avais à proposer, où on testait une molécule anti-inflammatoire dans cette maladie, parce qu'on sait qu'il y a un gros contingent inflammatoire dans cette maladie qui potentiellement pouvait être prometteuse. La difficulté de ce protocole, c'est que pour évaluer l'efficacité de cette protéine, de cette action inflammatoire au niveau cérébral, il fallait faire une imagerie spécifique qui n'était pas disponible en France et les patients devaient aller à Londres. Chaque patient devait s'y rendre 3 fois sur une durée de 3 mois, une fois par mois pendant 3 mois. Et là-bas, pour bien suivre l'évolution de cette protéine, il leur était demandé d'avoir un cathéter en position artérielle pendant plusieurs heures. Dans un autre protocole,
il fallait qu'il réalise 3 ponctions lombaires sur une durée de 1 an. Dans un autre encore, 4 IRM. Pour des patients déjà fragilisés, pour une maladie très handicapante, à la fatigabilité importante, ces protocoles représentent une épreuve considérable. Et ce qui peut sembler acceptable sur le papier, dans la réalité, peut être physiquement extrêmement difficile. Et c'est là que le rôle de l'investigateur est crucial. Nous devons être capables de poser la question, ce protocole et tout ce qu'il implique est-il réellement supportable pour ce patient? Lorsque nous présentons les essais, les mots choisis ont un poids immense. Le médecin peut, volontairement ou non, orienter la décision du patient. Ce traitement est prometteur, nous avons beaucoup d'espoir, ce protocole pourrait changer les choses. Mais il faut aussi savoir dire, ce protocole est lourd. Il nécessite des déplacements, les examens sont très invasifs et peut-être que dans votre situation, ce sera difficile. Et c'est vraiment un équilibre fragile. Il faut savoir informer sans influencer, proposer sans pousser, mais aussi espérer sans promettre. À tout cela, on peut ajouter la possibilité d'intérêts financiers ou de pression institutionnelle qui risque encore d'augmenter le biais pour les médecins investigateurs à proposer les protocoles. Personnellement, j'ai toujours fait le choix de l'honnêteté parce que les familles, dans une détresse immense, sont souvent prêtes à tout, mais le patient, lui, il ne l'est pas toujours. Et notre responsabilité en tant qu'investigateur est de garantir que son consentement reste libre, éclairé et profondément respecté. Ces exemples montrent à quel point la charge des protocoles peut être difficile à supporter pour des patients déjà fragilisés. Et c'est bien là que réside un véritable dilemme éthique pour le médecin investigateur. D'un côté, offrir une chance d'accéder à une molécule potentiellement innovante, mais de l'autre, savoir protéger un patient épuisé contre des contraintes physiques et psychologiques qui seraient démesurées pour lui. Mais la complexité de ces protocoles et de ces inclusions, elle ne s'arrête pas là. À cette question du poids des protocoles s'ajoute une autre réalité, celle des inclusions compétitives. Dans certains essais, les places sont limitées et l'inclusion se fait ce qu'on appelle en temps réel, à l'échelle mondiale. Chaque centre dispose d'un quota un peu restreint, 2 ou 3 places par patient. Et quand le nombre global est atteint, les inclusions s'arrêtent, quel que soit le profil des malades encore en attente. Imaginez les tensions éthiques que cela génère. Madame P, Monsieur B, Madame B, 3 patients répondent aux critères, tous souhaitent participer, mais on a l'opportunité d'inclure 2 patients. Comment choisir? L'âge, la situation familiale, l'urgence médicale. Et là encore, le rôle du médecin investigateur devient central et délicat. Nous sommes placés dans une position où chaque mot, chaque décision peut changer le cours de vie d'une personne. Pour ma part, si j'ai eu peur plusieurs fois d'être confrontée à cette situation, au final, les critères d'inclusion de ces protocoles étaient tellement stricts que c'est eux qui ont tranché pour moi. Est-ce pour autant plus éthique? J'en suis pas certaine. Je sais seulement que dans ces situations, la réflexion collective est indispensable. Échanger avec les autres médecins des centres, avec les attachés de recherche clinique, et quand c'est possible, essayer de solliciter une décision collégiale. Parce qu'il protège vraiment dans ces contextes de tension, c'est d'accepter de ne pas décider tout seul. Cette vigilance doit encore être plus forte lorsque le médecin est la partie prenante de la recherche. C'est le 3e point que je voulais ici souligner avec vous sur la difficulté des médecins investigateurs. Parce que quand un médecin conçoit le protocole, quand c'est lui qui a obtenu les financements et qu'il doit inclure un certain nombre de patients pour valider son étude, le risque alors est de minimiser la lourdeur des examens dont je viens vous présenter ou même de surestimer les bénéfices. Prenons un exemple simple, une IRM cérébrale de 50 minutes, ça peut sembler anodin, mais pour un patient malade, rester immobile, la tête dans un tunnel, dans le bruit, peut vraiment être extrêmement difficile. L'enthousiasme du chercheur peut influencer le consentement, c'est humain, mais c'est aussi pour cela que la transparence, elle doit être absolue. La recherche dans les maladies neuroévolutives nous confronte à des dilemmes complexes, humains et éthiques.
D'un côté, des familles, des patients traversent un parcours de maladie inexorable, porteur d'un immense espoir vis-à-vis des essais thérapeutiques. De l'autre, les protocoles souvent lourds, contraignants, dans un contexte où les logiques médicales, scientifiques et économiques se croisent. Dans cet équilibre fragile, le rôle du médecin investigateur est central. Nos mots ont un poids. Dire ce traitement est prometteur peut susciter un espoir immense. Minimiser la lourdeur des examens peut altérer la liberté du consentement. Et lorsque l'investigateur est aussi concepteur du protocole et porteur d'intérêts financiers, le risque de biais grandit. C'est pourquoi la vigilance éthique doit être constante à chaque étape. Elle ne se limite pas à l'inclusion. Elle commence dès les premières informations données aux patients et se produit tout au long de la recherche. Informer clairement, respecter les temps de réflexion, accompagner sans orienter, tout cela fait partie de notre responsabilité. Mais cette vigilance ne peut pas reposer uniquement sur la conscience individuelle de l'investigateur. Nous avons besoin de garde-fous collectifs pour protéger les patients et nous protéger nous-mêmes. Les comités éthiques garantissent la pertinence scientifique et évaluent la balance bénéfice-risque. Les décisions collégiales aident à partager la responsabilité lorsque les choix sont difficiles. La transparence des conflits d'intérêts est essentielle pour préserver l'indépendance du discours médical. Et un accompagnement renforcé des patients, avec un temps de réflexion, avec la présence des proches, la vérification de la compréhension, protège la liberté du consentement. Parce qu'au fond, derrière les protocoles, les statistiques, les publications, il ne s'agit pas seulement de science, mais il s'agit aussi de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Samier, d'avoir posé ce problème du dilemme thérapeutique et dans cette perspective, dans ce prolongement de poser ce dilemme thérapeutique, allons un peu plus loin avec l'étude parallèle que va faire Thibaut Hazer entre maladies neuroévolutives et oncologie et aller vers ce concept de méprise ou d'illusion thérapeutique. Merci, M. Buyolac. Bonjour à tous. On ne sait jamais vraiment se tenir sur un pupitre. J'avais mon patron qui fait le capitaine de bateau et j'ai vu le jour, j'ai vu Donald Trump qui était comme ça sur le côté. It's gonna get good school, summer school. Bon, bref. En attendant, voilà, un peu de légèreté, excusez-moi. Je ne jetterai pas mes feuilles aujourd'hui, j'ai fait Donald Trump. Bon, je ne sais pas ce qui était le mieux. En attendant, l'évaluation de la balance bénéfice-risque est un élément fondamental dans la pratique de la recherche. Elle est intégrée dès la conception de la recherche et on l'a dit hier, elle fait l'objet de l'évaluation par un comité d'éthique. Mais en pratique, cette balance bénéfice-risque fera ensuite l'objet d'une évaluation de toutes les personnes qui vont être impliquées dans la recherche par la suite. Ainsi, mettre en place une étude clinique dans un service, la proposer à une personne et de même consentir de participer à une recherche implique que des évaluations successives de cette balance seront réalisées. Et dans le spectre des pathologies qui nous intéressent, cette évaluation prend place dans un contexte de maladie évolutive, grave, et pour laquelle les alternatives thérapeutiques sont souvent limitées. Et de fait, les attentes vis-à-vis de la recherche sont importantes. Et ces caractéristiques nous permettent de faire un parallèle intéressant, pertinent, entre les enjeux éthiques de la recherche pour les maladies neuroévolutives et la cancérologie. Et pour débuter, je vous propose de parler d'une vignette de cancérologie. C'est le domaine dans lequel j'exerce. Madame V est une dame de 52 ans. Elle n'a pas d'antécédent médical significatif et suite à un saignement dans ses urines, on lui découvre une tumeur de vessie localement avancée. Après une chimiothérapie avec une tolérance difficile, une chirurgie de résection de la vessie et des ganglions lui est proposée. Et n'ayant plus de vessie, Madame est porteuse maintenant d'une dérivation urinaire, une poche à urine. Madame V reste fatiguée mais s'adapte bien à ces nouvelles conditions de vie. Elle reste très volontaire, très impliquée dans la vie quotidienne de ses 2 enfants de 8 et 10 ans dont elle dit qu'elle les a eus trop tardivement pour les laisser maintenant. Sur le plan médical, elle présente un risque important de récidive locale et à distance, donc métastatique. Et elle se voit proposer l'inclusion dans un protocole qui se nomme étude de phase 3, randomisée, double aveugle, évaluant une immunothérapie, l'atezolizumab, versus placebo. C'est-à-dire qu'on va tenter de voir si un traitement adjuvant, un traitement après chirurgie, permet d'éviter, de diminuer ce risque de récidive.
Elle a une consultation d'inclusion, on lui remet une note d'information qu'elle a d'ailleurs beaucoup travaillé, elle revient avec des post-it, elle a surligné, etc. Il y a eu un entretien médical à 2 reprises avec l'attaché de recherche clinique, elle a eu les examens protocolaires et finalement elle consent à la recherche. Après 4 mois, 6 passages avec administration intraveineuse à l'hôpital, Madame V vient accompagnée de son mari car elle vient juste d'avoir son scanner d'évaluation, le premier au cours du protocole, qui ne montre pas de récidive. Elle a un très bon état général et ne présente pas de doléances particulières. Elle est très enthousiaste à la fin de la consultation. Elle manifeste beaucoup de gratitude vis-à-vis du corps soignant, puis elle conclut, vous savez, c'est le syndrome de la poignée de porte, c'est au moment où on ouvre la porte pour la fin de la consultation que le patient vous lance quelque chose. « Je ne vous remercierai jamais assez, docteur. Grâce à ce traitement nouveau, mon cancer ne revient pas, je peux profiter de mes enfants, j'ai vraiment eu de la chance d'être sélectionné. » Cette vignette clinique nous révèle un hiatus important entre la réalité du protocole auquel Madame V a consenti et ce qu'elle en perçoit. Revenons, c'est un essai randomisé. L'attribution du traitement est donc aléatoire, ne dépend d'aucune décision médicale. C'est un essai contre placebo, c'est-à-dire que pour bien mesurer l'effet de l'immunothérapie, on la compare à une substance non active. Et cet essai est dit en double aveugle, c'est-à-dire que personne, ni la personne, ni le corps soignant, ne sait ce qui lui est administré. Enfin, d'un point de vue médical, le délai d'apparition des récidives locales ou à distance de ce type de cancer, généralement, c'est pas 3 mois. C'est plutôt 6, 9, voire 12 mois. Le résultat à 3 mois, c'est un indice positif, mais c'est un indice très fragile. La situation de Madame V, en fait, est très incertaine. Personne ne peut dire si la démarche est bénéfique, c'est l'objet de la recherche. Personne ne peut dire ce qui est administré, et la temporalité ne permet pas de tirer de conclusions fiables sur son état de santé. Pourtant, Madame V manifeste beaucoup de reconnaissance, considère sa participation à l'étude comme une opportunité. Et malgré un investissement bien réel dans la procédure de consentement, il y a cet écart majeur entre ce qu'est la réalité de la recherche, dont elle était informée à l'écrit et à l'oral, et la dimension positive qu'elle attribue. Madame V présente les signes d'un phénomène qu'on appelle la méprise thérapeutique ou illusion thérapeutique, c'est-à-dire une situation d'une personne qui consent à participer à la recherche sur la base d'une conviction qu'elle en tirera nécessairement un bénéfice direct. La confusion siège dans une absence de distinction entre le soin et la recherche. Le soin se base sur l'évaluation singulière de la situation d'une personne et vise à proposer la meilleure prise en charge dans l'état actuel des connaissances. La recherche, elle, se base sur des procédures standardisées, protocolisées, appliquées à une population homogène de personnes et vise d'abord à la genèse de connaissances généralisables, on l'a dit hier. Si un bénéfice direct est possible, il est très hypothétique et il ne peut pas être garanti. Et la méprise thérapeutique se nourrit donc d'une évaluation inadéquate de la balance bénéfice-risque à l'échelle de la personne. Ce phénomène est extrêmement fréquent. Selon les études, 50 à 74% des personnes impliquées dans une recherche, dans différentes dimensions et intensités, présentent une méprise thérapeutique et toutes les recherches sont touchées. Les recherches sur les nouveaux médicaments, mais aussi les enquêtes sur questionnaires faisant penser au patient qu'en remplissant des questionnaires, son médecin le connaît mieux, ou encore même les collections biologiques, c'est-à-dire la multiplication de prélèvements qui seront utilisés plus tard pour la recherche, mais il y a quand même quelque chose de positif pour le patient selon lui. La littérature bioéthique rapporte plusieurs facteurs qui nourrissent ce phénomène. D'abord, le fait que c'est un seul et même agent, ce que vous avez très bien dit, madame, qui réalise les 2 tâches distinctes. C'est le même professionnel qui assure les fonctions de soignant référent et d'investigateur. Et si la différence de casquette est claire dans la tête du professionnel, qu'en est-il des personnes soignées ? Ce médecin est mon médecin. Dans le passé, il ou elle a œuvré dans l'intérêt de ma santé, donc ce qu'il me propose aujourd'hui est nécessairement dans mon intérêt. Ainsi, certaines recommandations américaines nous invitent à ce que ce soit un médecin distinct qui présente le protocole de recherche, mais les études démontrent que si les patients veulent parler avec quelqu'un au sujet d'un protocole, c'est avec leur médecin référent, pas avec un inconnu, ce qui paraît logique. Ensuite, la perception sociale du rôle des soignants joue un rôle important. On retrouve ici l'idée que toute proposition d'un soignant, quel qu'il soit, est sous-tendue par l'idée de faire le mieux. Ainsi, la méprise thérapeutique est tout aussi fréquente avec un médecin que vous connaissez ou votre médecin référent habituel, que vous ne connaissez pas ou votre médecin référent habituel. Et enfin, c'est aussi la perception sociale de la recherche qui a une grande influence. La valorisation des avancées de la recherche biomédicale dans les médias est régulière. Chaque année, le Congrès américain de cancérologie fait l'objet sur France Info, France Inter, d'un résumé des grands résultats. Cette valorisation est légitime, elle met en lumière uniquement les succès et les essais thérapeutiques négatifs sont tout aussi nombreux et sont très importants pour la pratique, mais ils ne sont pas mentionnés, au point même qu'ils sont même difficiles à publier dans les revues. Tout cela amène à penser que toute initiative de recherche aboutit à un succès, donc à un bénéfice. Et enfin, le facteur influent, vous l'avez très bien dit madame, c'est le praticien, le soignant-chercheur.
Les médecins, les soignants jouent un rôle central dans cette affaire, d'abord car ils peuvent plus ou moins consciemment alimenter la méprise thérapeutique, mais aussi parce que ce sont eux qui vont mettre au jour cette réalité et qui vont devoir agir. Le consentement à la recherche, on l'a dit, repose sur deux objets majeurs. D'abord, la note d'information. Cette note d'information, elle fait l'objet d'une relecture attentive et critique des comités d'éthique de la recherche et un travail qu'on a mené en 2022 au comité de protection des personnes Sud-Ouest Outre-mer 3 a mis en évidence qu'au moins 10% des notes d'information contenaient un encouragement explicite à l'écrit de la méprise thérapeutique. D'autre part, le consentement repose sur les consultations d'inclusion. Et la littérature nous rapporte que ces consultations sont aussi, voire plus importantes que les notes d'information pour prendre la décision de participer. Lors de ces échanges, ce que pensent les soignants-chercheurs du protocole, de la recherche en général, infuse de leur discours et peut ainsi être intégré par les personnes. Le sens que donne un professionnel à la recherche se révèle, ainsi que ses propres représentations, voire ses jugements de valeur, et parfois même des négociations d'inclusion vont se baser sur ces représentations. Ma mère, à l'occasion d'un passage en cardiologie, s'est vue dire, alors qu'elle a refusé de participer à la recherche, « Eh bien alors, Madame Hazer, on ne veut pas aider les autres ?» Véridique. Véridique. Soyons bien clairs, cette négociation elle est extrêmement critiquable, mais elle se met en place car les soignants-chercheurs sont convaincus de faire le bien, sont convaincus que la personne peut en tirer un bénéfice. Et enfin, vous l'avez très bien dit aussi, madame, parce que l'éthique demande aussi de regarder les choses en face, la méprise thérapeutique peut aussi être encouragée dans l'intérêt du soignant. Dès 1966, Beecher décrit que les deux leviers amenant les médecins à pratiquer une recherche critiquable sur le plan éthique étaient l'argent et la volonté de progresser dans sa carrière, le fameux adage « publish or perish », publier ou mourir pour les professionnels de santé. Encourager la méprise thérapeutique n'est-il pas le meilleur moyen, le plus simple moyen de faire consentir une personne à rentrer dans un protocole ? Ainsi, la méprise thérapeutique est un autre moyen de mettre en lumière les potentielles et bien réelles relations de confiance, les relations de pouvoir. Et ce pouvoir est d'autant plus insidieux justement qu'il repose sur la confiance et non sur l'autorité. Et cela doit nous interroger, nous inquiéter d'autant plus si ce pouvoir qui joue sur la représentation et sur les espoirs n'est pas conscientisé chez les chercheurs et que ce pouvoir consiste en la transposition de ses propres représentations et espoirs. Car tout ce que nous venons de dire au sujet de la méprise repose autour d'un même axe, gravite autour de l'espoir, justement. Espoir de bénéficier d'un nouveau traitement, de déjouer les prévisions pronostiques pour les uns, espoir de participer à une entreprise plus grande que soi, de contribuer à l'amélioration des soins, espoir de proposer le meilleur pour la personne, espoir aussi de laisser sa trace pour les autres. La question éthique est donc de savoir ce qu'il faut faire dans la situation de Madame V, dont nous rappelons qu'elle échappe à tout regard critique d'un comité d'éthique. Il s'agit d'une réactualisation du conflit vu comme Hérode, mais tout aussi fréquent dans le soin entre autonomie de la personne et souhait de non-malfaisance. L'impératif de respect de l'autonomie de Madame V, celui qui fonde même son consentement, nous amènerait à lui réexpliquer le contexte de l'étude, à réintroduire la notion d'incertitude, mais avec tous les affects mobilisés, l'espérance, la gratitude, tout le sens qu'elle investit dans la recherche, il est clair que cette mise au point bousculera l'équilibre fragile que Madame V a pu constituer autour de sa maladie. La révélation d'une incompréhension pourrait l'interroger sur l'intention des professionnels de santé, sur la possibilité de leur faire confiance. Il pourrait même remettre en cause son adhésion à la recherche et peut-être même aux soins. Et en tant que cancérologue, je peux vous dire que c'est une réalité. C'est dans ces conditions que l'éthique de la recherche comme accompagnement se déploie, et le premier but n'est donc pas d'énoncer ce qu'il faut faire, mais plutôt de créer les conditions propices aux échanges, aux délibérations, et justement à cette vigilance éthique qu'il faut susciter chez les soignants-chercheurs. Mais pour qu'un accompagnement soit effectif, il faut bien que les personnes s'en saisissent, et pour que les professionnels s'en saisissent, eh bien, il faut bien que le questionnement éthique ait bien été identifié. Ainsi, pour débuter, il faut voir si la méprise thérapeutique constitue une vraie question éthique pour les médecins-chercheurs. Dans le domaine de la cancérologie, c'est celui dans lequel j'exerce, nous avons débuté par une enquête toute simple auprès de la communauté des oncologues français pour évaluer leur perception, leur connaissance et leur considération éthique face à la méprise thérapeutique. Parmi les nombreux résultats, on peut retenir d'abord qu'une très grande majorité des oncologues ne savent pas ce que c'est que la méprise thérapeutique. Mais en revanche, quand on leur explique ce que c'est, une majorité équivalente rapporte que ce phénomène est bien une réalité, ce qui est plutôt rassurant sur la manière dont la bioéthique rapporte le réel. 25% des oncologues français déclarent encourager activement la méprise thérapeutique. Et surtout, on a mis en évidence que la possibilité de tolérer la méprise thérapeutique quand elle est perçue par le médecin variait grandement d'une personne à l'autre et selon les protocoles.
Ainsi, pour des études dites de dernière ligne, c'est-à-dire les protocoles qu'on propose aux personnes pour lesquelles il n'y a plus aucune option thérapeutique disponible, il y avait autant d'oncologues qui estimaient que la méprise thérapeutique pouvait être tolérée, car justement elle soutient l'espoir, et autant d'oncologues qui considéraient que la méprise thérapeutique était intolérable dans une idée de préserver l'autonomie et la dignité des personnes, y compris et peut-être même surtout lorsque la fin de vie approche. Cette étude a mis en évidence un degré très important de subjectivité dans la pratique de la recherche et ainsi, selon le chercheur qui vous fait face, selon le professionnel que vous rencontrez, selon sa propre perception de la méprise thérapeutique, votre parcours en tant que personne participante peut être drastiquement modifié. Nous sommes désormais à la phase de diffusion des résultats de cette enquête auprès des oncologues. Et les réactions sont variées. De manière curieuse, les échanges ne se font pas lors des présentations et des conférences. Les échanges se font en aparté, à 3 ou 4, au moment du café, au moment de la sortie des conférences. En sécurité, je dirais, ce qui montre bien qu'il y a un enjeu éthique. Certains, face au dilemme évoqué, se rangent immédiatement aux côtés de certains bioéthiciens anglo-saxons qui évoquent, je cite, la nécessité de désespérer les patients, afin que le respect de leur autonomie soit entier, sans pollution par un jugement, par un espoir jugé irrationnel. A l'inverse, certains me rapportent textuellement, on me l'a dit plusieurs fois là aussi, on ne ferait plus rien si on vous écoutait, M. Hazer. Il souligne ici une question à problème, une perception négative de l'éthique, encore une nouvelle barrière. Mais cette réponse manifeste qu'ils ont parfaitement conscience de ce qui se joue, mais qu'ils ont décidé d'en faire un fait inhérent à la recherche, une constatation à dépasser sous peine d'entrave. D'autres, enfin, explorent la possibilité de l'optimisme, entendu comme un effort de la pensée pour espérer bénéficier, tout en ayant intégré l'incertitude bien réelle. L'enjeu éthique pour le soignant-chercheur est de savoir s'il apparaît acceptable de jouer ou d'encourager cet optimiste qui reste une disposition très intime. D'autres leviers sont prévus pour explorer et accompagner l'appréhension de la méprise thérapeutique, des explorations dans d'autres spécialités et surtout une perception pour les personnes malades et les usagers. Par ailleurs, nous déploierons en 2026 une formation spécifique à ces enjeux auprès des soignants-chercheurs du CHU, non pas d'abord pour dire ce qu'il faut faire, mais pour éveiller la conscience éthique que même dans le cadre sécurisé et régulé du consentement à la recherche, il persiste une réelle possibilité d'influence d'autant plus forte, d'autant plus insidieuse qu'elle peut naître de la meilleure des intentions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thibault pour véritablement ce prolongement de la réflexion du dilemme vers la méprise. Et là, nous allons écouter M. Henez sur des exemples concrets de terrain à propos de justement de protocoles fallacieux, point d'interrogation, précis et sécuritaires. Merci beaucoup, professeur Biolac, et surtout merci aussi à toute l'organisation des universités d'été de proposer, en tout cas, d'intervenir sur l'ensemble de ces thématiques. C'est toujours un plaisir d'être là, mais aussi une chance de pouvoir réfléchir aux recherches qui sont menées, tant dans notre cas, au sein du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, où on réalise des études davantage observationnelles et non interventionnelles, comme ça a été le cas tout à l'heure. Moi, je vais vous partager des exemples de projets aussi issus de travaux d'étudiants qui me tiennent vraiment à cœur, parce que les enseignements en éthique sont aussi donnés aux étudiants dès la première année à l'Institut de formation en pédicurie, podologie, en kinésithérapie, ergothérapie à Rennes. Et ça me tient vraiment à cœur de vous les présenter. Alors, la création et la réalisation de projets de recherche favorisent toujours l'émergence de nombreux questionnements, que ce soit au préalable, que ce soit pendant ou après leur finalisation. Dans cette optique, la réflexion éthique s'impose comme une nécessité à chaque étape de ces projets et devient ainsi un catalyseur de l'esprit critique. À l'instar de ce qui nous a été partagé hier et ce matin, de ce qui nous sera encore transmis aujourd'hui, la construction de projets sous la forme de protocoles, comme l'a dit le professeur Biolac tout à l'heure, précis et sécuritaires, a priori sécuritaires, ne garantit en rien un chemin aseptisé de questionnement lié à l'éthique du quotidien, bien au contraire. Donc, la première situation dont je voudrais vous faire part est une situation qui a émané d'un projet nommé ACECAR, un projet mené par Tiffany Robert, une étudiante en 3e année d'ergothérapie. Durant ce projet, nous avons collaboré avec une société industrielle en charge de la création d'une nappe de pression. Cette nappe de pression, cet équipement avait pour vocation d'informer du besoin de changement de position de l'usager, afin de favoriser du coup la prévention des SCAR et la qualité des soins.
Globalement, la demande de la société industrielle était très claire. Il fallait faire une étude rapide, portant sur l'efficacité et qui mette en évidence, globalement, que ça se passe très bien et qu'il y a un intérêt à utiliser leur dispositif. Bon, globalement, la notion de rapidité, elle opposait deux grandes temporalités. Celle de la société, qui a besoin que ce soit rapide et efficace, mais aussi celle des chercheurs, de Tiffany, de moi-même, de l'ensemble du labo, qui avons besoin de réfléchir et de prendre du temps pour faire émerger justement une démarche de protocolisation, une démarche de recherche qui soit pleinement adaptée. Et cette confrontation de deux temporalités, on peut aussi la voir sous de multiples aspects où les contraintes financières, organisationnelles des entreprises vraiment ne coïncident pas avec nous, notre agenda, aussi par rapport à différents protocoles. Et puis, quand on regarde un petit peu cet équipement, cette nappe de pression, elle était initialement dédiée à une seule vocation, informer non pas les usagers eux-mêmes, mais les professionnels. Et donc le but de l'étude initiale demandée était de vérifier si cet équipement était utilisable, efficace pour avertir les professionnels. Tiffany, moi-même et l'ensemble de l'équipe, on a tout simplement proposé une autre alternative qui était de questionner l'utilisabilité potentielle pour les bénéficiaires, pour les résidents, qui à ce moment-là n'étaient plus du coup l'objet d'un soin, mais l'acteur principal d'une prévention, de leur propre prévention. Et donc ça montre bien à quel point, dès la démarche de protocolisation, dès la démarche d'échange et de création d'une recherche, on peut déjà réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on peut mener une recherche de manière plus intéressante, plus constructive, co-constructive. Alors, ce n'est pas non plus Thibaut qui va me contredire, à mon avis, sur ce que je m'apprête à dire. Le pourquoi et le comment mener une étude scientifique doivent systématiquement être questionnés pour le plus grand bénéfice de tous. Et finalement, c'est ce chemin-là, en fait, qui nous a permis d'aller de l'avant et de réfléchir différemment à la finalité de cet objet, ce qui a su séduire l'entreprise qui a accepté de collaborer avec nous dans cette finalité. Et puis, progressivement, en laissant infuser vraiment tous ces questionnements, on s'est dit, mais on va aussi aller regarder dans la littérature scientifique. Qu'est-ce qui est fait actuellement sur les études d'évaluation des dispositifs médicaux de soins d'escale en EHPAD? Pour voir qu'est-ce que la littérature scientifique fait, on a regardé plus de 927 articles, on a regardé combien d'entre eux s'intéressaient à prendre en compte l'avis des résidents. 30%. 30% des articles scientifiques s'intéressent à ce que pensent les futurs bénéficiaires. Waouh! Du coup, on est allé encore plus loin. Et puis on s'est dit, on va aller voir sur le terrain ce qui se passe dans les pratiques. Combien de résidents ont bénéficié de temps d'échange avec les ergothérapeutes ou d'autres professionnels pour la mise en place d'un fauteuil roulant, qui nous a très bien été évoqué hier comme étant un outil extrêmement intéressant pour les déplacements. Et là, surprise générale, 17% des résidents étaient questionnés sur leur envie d'avoir un fauteuil roulant ou pas. Ou alors même leur vision des choses. Alors on en avait déjà parlé l'année passée avec une situation où le fauteuil roulant avait été imposé un matin à une résidente. Et dans le prolongement un peu de tout ça, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'était de voir un petit peu comment les ergothérapeutes se représentaient cette aide technique. Et puis on a découvert que dans certains établissements, il y avait une forme de starter pack pour les résidents qui arrivaient dans l'établissement. Le fauteuil roulant était déjà dans la chambre, peu importe leur capacité. Et donc on voit bien que d'un questionnement qui était issu d'une démarche préalable de recherche avec une entreprise, on a fait émerger beaucoup plus de questionnements. Et c'est potentiellement ça davantage la recherche. Ce n'est pas forcément apporter des réponses, mais aussi apporter davantage de questions encore. Alors, pour poursuivre cette plongée dans cette vie de jeune chercheur, je vous propose aussi de reprendre avec vous quelques questionnements que j'ai pu vivre au travers d'une étude qui s'appelle EFSCAR. EFSCAR, ça m'a permis de côtoyer la vie de plus de 300 résidents d'EHPAD, dans 12 EHPAD partenaires, et de partager cette vie-là de 6h30 du matin à 21h. Donc on a réalisé 609 heures d'observation pour regarder comment les soins se déroulent et le temps qui est dédié aux différents bénéficiaires, aux différents résidents. Donc,
à partir de là, je vais vous raconter une première histoire, celle de Madame D. Madame D, c'est une dame au fort caractère, bien trempée, extrêmement sympathique et qui sait ce qu'elle veut. Le matin, quand je viens la voir pour lui demander si elle est toujours en accord, que je vienne observer les soins au quotidien et que je puisse discuter avec elle à certains moments de la journée, elle accepte très cordialement. Il est 10h02 au moment où elle est transférée dans son fauteuil. À 10h13, alors qu'elle est en train de commencer à prendre son petit déjeuner et que le café a juste eu le temps de se refroidir un petit peu, la kinésithérapeute rentre dans la chambre et s'étonne de voir madame installée à son fauteuil. Et c'est pas possible, le soin de kinésithérapie respiratoire doit se faire dans votre lit. Je l'ai dit aux soignants. Ni une ni deux, elle est retransférée dans son lit. Bon, du coup, le soin est réalisé, elle perd l'appétit, elle ne mange pas son petit déjeuner. Et puis, le plus questionnant est peut-être ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est que les équipes de soins sont surmenées et ne peuvent pas l'aider à se réinstaller dans son fauteuil. Donc elle passe 11 minutes sur 24 heures hors de son lit. Alors à ce moment-là, quand moi j'observe ça en tant que chercheur, normalement je ne cherche pas à faire un retour directement aux établissements et aux soignants, mais dans cette étape-là, la grande question, c'était de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire en tant que chercheur et observateur. Donc, ce qui est le plus questionnant, c'est qu'on peut prendre un temps de recul aussi pour regarder un petit peu cette situation-là, qui est de se demander qu'est-ce qui a amené à cette situation-là. Tant du point de vue de la kinésithérapeute, qui elle aussi a ses contraintes, qui elle aussi est victime potentielle du système de soins qui l'oblige dans une course effrénée d'accompagnement à être extrêmement rapide et à ne pas pouvoir passer autant de temps qu'elle le souhaite avec ses bénéficiaires. Et c'est ça qu'elle a pu m'évoquer après différents échanges. Elle en avait marre aussi de faire face à des temps de soins qui étaient prévus mais non réalisés. Elle avait besoin d'accompagner à sa juste envie et aux justes besoins des résidents, les personnes qu'elle souhaitait accompagner. Alors, finalement, suite à ces observations, la recherche apporte toujours, je l'ai dit, plus de questions que de réponses. La situation suivante est elle aussi survenue lors de l'étude observationnelle. Donc je découvre lors d'une observation de routine que le matelas air d'un résident dysfonctionne. J'en informe l'ergothérapeute qui m'explique que c'est récurrent, mais que dans cette chambre. Qu'elle a déjà dû effectuer des changements de matelas, qu'elle me rejoint ici d'ici quelques minutes pour échanger davantage. Donc lors de sa venue, l'ergothérapeute constate comme moi que le matériel dysfonctionne, a priori. Et ce matelas est totalement déréglé dans les faits. Elle m'évoque d'ailleurs que malheureusement monsieur ne guérit pas et que sa plaie, contrairement à celle des autres résidents, a tendance à augmenter. Alors, médicalement, biomécaniquement, cette évolution ne s'explique pas du tout. Et sur le plan technique, les dysfonctionnements observés pourraient être une cause, en tout cas, de cette évolution de la plaie. Donc on remodifie le matelas, il rentre parfaitement dans un réglage adapté. 30 minutes après, tout va bien. 1 heure après, tout va bien. 2 heures plus tard, ça dysfonctionne. Donc je questionne la famille qui est arrivée tout récemment dans la chambre, concernant l'utilisation du dispositif, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien observé de bien étrange. Et puis l'ergothérapeute réinstalle le fonctionnement habituel du dispositif en présence et repart dans ses activités, mais je prends le temps, moi, de rester avec la famille et d'échanger. Et donc, elle m'évoque à ce moment-là, cette famille, le besoin de modifier en fait le changement du dispositif. Pourquoi ? Parce que ils ont l'impression que ce dispositif médical, le matelas air, ne correspond pas aux besoins de la personne accompagnée. Et à ce moment-là, du coup, j'entends cette phrase « En réa, ce n'est pas comme ça qu'on règle nos matelas ». Oui, parce que dans la famille, il y a une personne qui travaille en service de réanimation et qui a l'habitude de régler les matelas air sur cette position-là. Le seul problème, c'est que ce n'est pas le même matelas air, ce n'est pas les mêmes options, et du coup, on entraîne un fonctionnement plus néfaste qu'autre chose. Et donc, en fait, ça vient de quoi ? Ça vient aussi du fait qu'on ne l'a pas inclus dans la mise en place du dispositif, qu'on n'a pas discuté du fonctionnement, qu'on ne leur a pas expliqué les spécificités de cet équipement-là. Donc, naturellement, on a décidé d'enlever
de retirer ce bénéficiaire de notre cohorte pour pouvoir davantage analyser en tout cas cette situation. Et puis cette volonté bienveillante de vouloir aider son proche, de vouloir faire mieux que les professionnels présents, conduisait à des soins quotidiens impactant irrémédiablement la qualité de vie de la personne accompagnée. Et finalement, suite à ces observations, quel était mon devoir d'action? Est-ce que j'aurais bien dû réaliser ce que j'ai fait? Potentiellement pas, mais en tout cas c'est l'urgence qui m'a paru prioritaire. Et si les temps de préconisation ou de réalisation de projets de recherche n'épargnent aucune trêve aux assauts d'une multitude de questionnements, comme nous l'a si bien évoqué aussi Thomas Tanou hier, la publication des recherches menées et la présentation des résultats peuvent tout autant être un combat acharné. Une autre étude qu'on a réalisée sur le contrôle postural des personnes âgées a été refusée à publication parce que c'était en lien avec les personnes âgées. Questionnement assez conséquent. Donc, fier des résultats d'une de mes recherches, je les présente d'abord en atelier de réflexion éthique, et puis je les présente étant financé par une entreprise, à l'entreprise elle-même. Et quelle fut ma surprise quand l'entreprise m'a demandé de ne présenter qu'une partie de mes résultats. Ce qui mettait en évidence que leur dispositif fonctionnait très bien, bien évidemment, plutôt que les pistes d'amélioration. Et cependant, c'était mal connaître notre goût au sein du labo pour l'intégrité scientifique, mais surtout nos caractères bretons. Rien n'y fera, je présenterai mes résultats en globalité, je le dois aussi à chaque participant comme à chaque futur lecteur de mes résultats. Donc je n'ai pas cédé, parce que j'avais la liberté et la possibilité de le faire aisément, mais est-ce que ce sera toujours le cas? Et puis, les industriels, ce ne sont pas les seuls à vouloir mettre en lumière ce qui fonctionne plutôt que les pistes d'amélioration potentielles. L'année passée, une médecin désappointée que j'ai pu mettre en évidence des dysfonctionnements conséquents liés aux pratiques de son établissement me contraint à revoir le protocole d'une nouvelle recherche que je leur propose pour poursuivre vraiment nos travaux. Et si je veux de nouveau travailler avec elle, il ne faudra mettre en évidence uniquement la qualité des accompagnements proposés au sein de son établissement. C'est mal connaître notre goût pour l'intégrité scientifique et nos caractères bretons. Je ne travaillerai donc plus avec cette structure pour rester intègre, mais pour autant, est-ce que cela ne soulève pas encore davantage de questions? Cette fois-ci encore, je n'ai pas cédé, parce que j'avais la liberté et la possibilité de le faire aisément, mais est-ce que ce sera toujours le cas? Et puis, l'après, c'est pour nous aussi crucial, important de transmettre l'intégrité de nos résultats, pas seulement à ceux qui nous financent, bien évidemment, mais avant tout à ceux qui participent. Et donc, dans le cadre de ma thèse, mais aussi dans le cadre d'autres recherches que nous menons, nous rendons automatique cette transmission d'informations aux participants eux-mêmes. La première étape, parler avec les résidents, parler avec les soignants, parler avec les directeurs pour leur faire comprendre aussi la réalité du terrain. Et on a pu en discuter hier, notamment dans un atelier, comprendre aussi que la vie des directeurs, c'est pas si simple que ça. Donc il y a des modèles conceptuels tels que le MCPO, le modèle canadien de la participation occupationnelle, qui invitent justement à cette prise de recul et de réflexion en tout cas sur la réalisation des recherches. Puis la chance que j'ai eue aussi depuis mon début de parcours de chercheur, c'est d'avoir su trouver des oreilles attentives pour échanger sur mes résultats et les questionner. Mais ne serait-ce pas une chance provoquée? Une chance provoquée par les propositions de présenter mes travaux lors des ateliers de réflexion éthique créés par Living Lab, Vieillissement et Vulnérabilité, ou même aujourd'hui, lors des universités d'été d'éthique. Provoquée aussi par un parcours où mes formateurs ont insisté sur la nécessité de toujours se questionner. Mais à l'inverse, comment rattraper les chercheurs s'étant distancés de ce chemin réflexif? Faudrait-on qu'on automatise, qu'on rende obligatoire une présentation à des comités d'éthique ou à des CPP? Grande question. La sincérité, l'intégrité, la transparence, la confiance se cultivent. Et j'espère très sincèrement que nous saurons toujours nous réinventer en ce sens. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérémy Hénez. Et nous allons un peu plus loin dans ce cheminement entre dialectique, de la dialectique entre soins et recherche. Et je laisse Geneviève Demours nous affronter.
Merci, Monsieur Violac. Je suis un peu émue parce que, effectivement, ça fait la 14e année que je participe aux universités d'éthique, mais ça fait aussi 45 ans que j'ai rencontré Monsieur le professeur Violac pour la première fois, puisqu'il a été mon maître lorsque j'ai fait passer mon diplôme de gériatrie. Et donc, ben voilà, c'est une ode à la vieillesse, c'est une ode, puisque je suis une vieille dame maintenant. Et donc, je vous encourage tous à continuer à vieillir, voilà. Et donc, merci beaucoup, Monsieur Violac, de tout ce que vous m'avez transmis, apporté, qui a fait qu'effectivement, j'ai pu exercer la gériatrie du moins mal que je pouvais. Je vais partager un petit peu avec vous ce matin, d'une part, ce que j'ai pompeusement appelé peut-être cette présomption d'incompétence qui entoure la personne qui est atteinte d'une maladie neuroévolutive ou apparentée, et qui fait que sa capacité à consentir est parfois bien mise à mal, de la même manière que la manière dont on la représente dans notre société. Car les mots qui désignent cette personne, si depuis de longues années on ne les traite plus de plantes vertes, de légumes, c'est les mots dont on les appelait il y a 40 ans, ces personnes-là, ils restent quand même autour de cette présomption d'incompétence, dans le fait que ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils disent n'importe quoi, ou ils font n'importe quoi, et on sait bien la difficulté qu'ont les personnels soignants à entendre non seulement les mots qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas, mais à faire sens sur les comportements qu'ils mettent en œuvre et qu'ils nous donnent à voir, parce que quand on ne sait plus dire avec les mots, alors on met en scène des angoisses, des plongeons amnésiques rétrogrades, des choses qui sont extrêmement douloureuses à vivre et à donner à voir et à transmettre. Cette présomption d'incompétence, elle s'accompagne de ces notions qu'on voit aussi malheureusement dans les associations de personnes malades et d'aidants, où le seul statut qu'a la personne, c'est un statut d'aidé, sa maladie représentant un tel fardeau pour les aidants qu'il faut tout mettre en œuvre pour accompagner les aidants, soulager les aidants, qui bien évidemment ont besoin d'être accompagnés, entendus, soulagés, pris en compte. La question n'est pas là. Mais qu'en est-il de ce que vit cette personne qui a des troubles dans le cadre d'une maladie neuroévolutive? Alors évidemment, on comprend bien qu'au moment de parler de recherche, au moment de parler de cette vigilance éthique, où le consentement doit être libre, éclairé, l'information doit être claire, loyale et appropriée, et le consentement doit être libre et éclairé, le fait que la personne qui a cette maladie neuroévolutive n'est plus en capacité de le dire pose question. Ce consentement-là, s'il n'est pas libre et éclairé, demande évidemment tout un chemin, et d'autant qu'au moment où on propose un protocole de recherche, si la personne peut donner son consentement, elle risque au long du protocole de ne pas se souvenir qu'elle a donné son consentement au début. Et donc, c'est tout ce chemin-là de confiance et d'assentiment, c'est une notion qu'on connaît bien en éthique, qui va permettre de pouvoir rencontrer la personne et évaluer ce chemin qui va se faire avec les chercheurs. Les émotions, on le sait, occupent une part très importante dans la prise de décision comme levier de l'appréhension du choix. C'est ainsi que la décision d'entrer dans un protocole serait davantage basée sur la confiance envers le professionnel et le désir de consentir à la demande d'un proche. C'est bien pour ça que le chercheur
Moi, je ne suis pas chercheur, j'ai été que docteur et maintenant chez France Alzheimer. Donc, je n'ai pas cette expérience de protocole de recherche, mais je pense qu'il est toujours nécessaire d'évaluer ce qui ne se dit pas à travers les émotions qui se donnent à voir. Il paraît donc souhaitable de privilégier les choix accompagnés afin que le consentement devienne un consentement assisté, en prenant en compte non seulement la personne, ce qu'elle nous dit ou ce qu'elle nous donne à voir, mais aussi ses proches qui connaissent les valeurs du malade et les souhaits qu'elle a pu exprimer, mais aussi l'alliance thérapeutique qui a pu se nouer avec les professionnels. C'est ainsi que, afin de proposer, lorsqu'il s'agit de proposer un protocole de recherche, il me semble important qu'il y ait cette triade entre la personne malade, le professionnel de la recherche et puis son proche, aidant, pas aidant, sa famille en tout cas. Cette place laissée au dialogue aide la personne malade à s'investir et à contrôler les décisions futures et donc à rester l'acteur jusqu'au bout dans cette recherche. Il s'agit évidemment d'un compromis, mais c'est finalement, les compromis sont la source de la vigilance éthique. À côté et en dehors de la recherche sur des protocoles médicaux, sur des médicaments, il y a cette recherche psychosociale qui n'est pas un pis-aller et qui est d'autant plus important que les nouveaux médicaments semblent apporter un espoir, quelquefois déçu, dans l'accompagnement des maladies d'Alzheimer ou apparentées. Je fais une petite parenthèse, car vous savez ou vous ne savez pas que le lecanemab n'a toujours pas de remboursement en France, malgré l'autorisation de mise sur le marché. Et nous avons été confrontés à un monsieur qui, concernant son épouse, n'ayant pas la possibilité de proposer à son épouse de rentrer dans ce protocole et de bénéficier du lecanemab, a pris sur lui, et là on revient dans la présomption d'incompétence, le fait de l'emmener à Londres pour bénéficier de ces traitements, sans prendre la précaution de se demander si ces voyages répétés en Angleterre allaient entraîner des désagréments pour son épouse, des fatigues inutiles, etc. Pensant là aussi, ce monsieur, que son épouse, de toute façon, ne comprendrait rien, et c'était lui, l'aidant, qui, envahi par tellement de fardeaux, bénéficierait de ce traitement par personne interposée, on va dire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué dans cette incompétence-là, dans cette présomption d'incompétence, de pouvoir réfléchir paisiblement à ce que ressent le malade et à ce qu'il peut nous donner à voir. Depuis 2023, après des ateliers qui sont pratiqués au sein de France Alzheimer, qui s'appellent Vivre avec la maladie, qui sont des activités de type ETP, nous avons été sollicités par une petite start-up qui avait inventé une application numérique sur un smartphone permettant de limiter les petits oublis du quotidien, d'organiser la journée, de se repérer à l'intérieur de sa maison et éventuellement aussi à l'extérieur par la mise en place d'un GPS et d'associer éventuellement une photothèque personnalisée. L'originalité et la pertinence de ce projet a été, et nous sommes 2 associations pour l'instant à le tester, je ne vous donnerai pas les résultats parce que c'est encore vraiment beaucoup trop tôt, mais j'avais envie de partager avec vous cette recherche-là, dans la mesure où ce projet se construit pas à pas et de manière individuelle, avec un socle commun bien sûr, mais avec la dyade personne malade, proche aidant. Donc dans notre expérience et dans celle de l'autre association étant en Ardèche, ce sont des personnes qui viennent de suivre l'atelier Vivre avec la maladie, où elles ont pu mettre en
en mots la manière dont elles ont reçu le diagnostic, dont elles comptent pouvoir vivre avec cette maladie et être soutenues dans l'évolution. Dans les premiers résultats, la charge mentale de l'aidant est considérablement allégée et le regard que porte la personne sur ses difficultés est également modifié, puisqu'il s'empare de cet outil, comme n'importe lequel d'entre nous, et expérimente une autonomie dans la vie quotidienne. Certes, alors c'est un outil qui lui permet non seulement un GPS, non seulement un rappel des rendez-vous, non seulement un rappel de l'heure, de tout ce qu'il a à faire, mais aussi lorsqu'il est seul à la maison, que son épouse, il s'agit d'épouses souvent, qui continuent à travailler, où se trouve le micro-ondes, la manière dont il doit sortir le plat du frigidaire, c'est des choses extrêmement pratiques, extrêmement simples de la vie quotidienne. Et ils ont bien conscience que cet outil ne sera pas utilisable quand la maladie va s'aggraver, mais pour un temps, il soutient la compétence de la personne et contribue surtout au changement de regard sur elle-même, permettant une réduction du nombre d'oublis, permettant une diminution de l'anxiété et permettant aussi à son proche de pouvoir avoir aussi une charge mentale nettement diminuée. Alors, on est vraiment au tout début de cette recherche-là, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que les patients et leurs aidants proches font partie de cette recherche sur les axes d'amélioration de l'outil et sur les développements futurs. Ces patients qui possèdent une expertise unique grâce à leur expérience de la maladie, expérience vécue au quotidien et qui impacte bien évidemment des conséquences psychosociales. C'est ainsi que d'autres projets de recherche qui sont autour de la musicothérapie, autour de la pratique du ping-pong, sont en cours d'évaluation, et avec Médéric Alzheimer, avec d'autres associations, nous travaillons beaucoup à valider et à valoriser le fait qu'en dehors des médicaments, il y a un certain nombre de protocoles et d'activités dans le champ psychosocial qui peuvent permettre de soutenir les personnes malades et leurs proches. Je crois qu'on en aura l'exemple avec ce qui se passe dans le village à Dax, et je ne vais pas déflorer ce que nous transmettra Gaëlle Marie-Bailleul, bien évidemment. Qu'en est-il donc, enfin, de ces patients partenaires lorsque les maladies viennent bouleverser leur capacité de jugement ou de discernement et que les contraintes risquent de mettre à mal un équilibre de vie déjà fragilisé? Qu'en est-il de ces protocoles imposant des déplacements compliqués, des examens complémentaires dont la nécessité au fil du temps risque de ne pas toujours être bien comprise? Qu'en est-il de la capacité et de la nécessité de vérifier tout au long du protocole que les explications qui ont été données au début sont encore bien présentes dans la mémoire? Et là encore, les réponses demandées à mes enfants, qui ont été quelquefois exprimées au début d'un protocole, ne doivent pas forcément être comprises comme l'expression d'une démission, mais plutôt comme une reconnaissance de ce besoin d'assistance, de ces contraintes imposées aussi aux proches et le désir de protéger les proches. Quelquefois, il nous semble que les personnes malades, et là on revient encore à cette présomption d'incompétence et au juste regard, déploient tellement des stratégies face à la désespérance et face à ce qu'on imagine d'elles, qu'elles n'ont de cesse de vouloir protéger, y compris dans leur acceptation d'entrer dans des protocoles, face à la désespérance dans l'attente d'un traitement enfin efficace. Alors,
au-delà de cette présomption, dans la capacité à consentir de la personne vivant avec une maladie, comment partager un juste regard sur celui ou celle qui voit bien que quelque chose ne va pas et qui mobilise toute son énergie et ses ressources pour être soigné à défaut d'être guéri. Ces espoirs dans un protocole et les attentes des proches peuvent être mis à mal au fil de cette évolution de la recherche. Alors il est toujours nécessaire, il semblerait, d'avoir anticipé au début d'un protocole, imaginer l'avenir avec ou sans ces nouvelles thérapeutiques. Ne pas abandonner la personne et sa famille dans le désespoir de « on a tout essayé sans succès » et de pouvoir anticiper l'annonce que sera l'abandon d'un protocole de recherche. Et puis enfin, on se répète toujours, la bienveillance et la précaution nécessairement respectueuses, que ce soit à l'annonce du diagnostic, au moment de proposer un protocole et au moment de l'arrêt de celui-ci lorsqu'il n'est plus judicieux. Avec toujours, en étroite collaboration, les professionnels, les associations et la personne malade au centre et les familles. Que faire quand on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire ? Et c'est à nous tous qu'il appartient d'affirmer la permanence de l'humanité en toutes circonstances, au cœur de cette éthique de proximité que nous sommes tous amenés à mettre en œuvre et à faire vivre. C'est ce que nous essayons tous ensemble ici et dans nos associations et dans notre quotidien de faire vivre. Et voilà. Et nous y arrivons finalement pas si mal que ça. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. La permanence de l'humanité. Bon, nous allons ouvrir le champ de la discussion sur ces grands pans concernant la recherche et la vigilance. Je donne la parole à la salle. La parole circule. Première question. Ça va venir. Là-bas, tout à fait en haut, dans la montagne. Bonjour, Alexis Rayapoulet, membre de l'Espace éthique Île-de-France et de l'Espace éthique national sur les maladies neuroévolutives. Merci beaucoup pour cette belle session plénière. J'ai une question sur la méprise thérapeutique. Parce que on sait que en fonction, alors c'est sans doute beaucoup moins vrai pour l'oncologie que pour plein d'autres domaines de la médecine, mais parfois l'effet placebo est l'effet principal thérapeutique. Et je pense par exemple, alors là je pourrais pas être plus précis que ça, mais il y a des études sur les antidépresseurs qui trouvent que oui, il y a un effet des antidépresseurs dans le groupe qui reçoit les médicaments par rapport au groupe placebo, mais en fait les deux groupes s'améliorent tellement que la majorité de l'effet thérapeutique est l'effet placebo. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, on peut encore parler de méprise ou d'illusion thérapeutique si le simple fait de participer à la recherche est l'essentiel de l'effet thérapeutique? Et dans le prolongement de ça, est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être avoir une entreprise plus systématique de quantification de l'effet placebo en le prenant au sérieux comme un effet primaire et pas un effet de biais qui masque les résultats réels, et je mets évidemment des gros guillemets à réels? Oui, merci de votre question. Alors, bon, effectivement, il y a cet effet placebo, et puis il y a d'autres études de sociologie qui montrent très bien qu'il y a des bénéfices uniquement psychologiques à participer à la recherche, parce que vous voyez plus de monde, parce que vous avez un protocole, enfin, vous avez une procédure d'individuation qui vous donne une place essentielle, qui vous donne aussi un sentiment de participer à quelque chose, d'être utile, de donner du sens à la maladie, etc., etc. La seule chose, c'est que pour ce qui relève de l'effet, de cet effet d'individuation, d'avoir sa place, c'est une situation qui est extrêmement contingente, c'est quelque chose qui est trop individuel pour être présenté comme un bénéfice. Donc on ne peut pas en parler. Concernant l'effet placebo, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le placebo, ça reste quand même quelque chose dont nous, les soignants-chercheurs, on a bien conscience, mais se dire que de toute façon, même si c'est du placebo, il y aura un bénéfice, c'est un fait médical et scientifique, reste à savoir si on le présente au patient comme tel.
Parce que dire aux patients, de toute façon, quoi que vous receviez, quand bien même vous ne recevez rien, vous en bénéficierez, c'est ce qui va nourrir justement la méprise thérapeutique. Et justement, le travail de l'éthique, ça va être de pouvoir non seulement identifier l'effet placebo, et je pense qu'il y a une quantification scientifique qui est absolument nécessaire, et ensuite c'est l'autre pas, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes d'information, parce que l'enjeu de la méprise thérapeutique, c'est la valeur du consentement. Et donc si nous, on commence à orienter aussi avec nos lunettes sur des arguments scientifiques, que comme on met en évidence un effet de participation qui soit lié au placebo ou lié à la participation elle seule, ça peut venir, alors non pas polluer, mais alimenter la manière dont on va présenter. Et ce que vous venez de dire, par exemple, moi, quand je suis avec des collègues d'oncologie, c'est des choses qui ressortent. Et c'est des choses qui ressortent lors de la consultation d'inclusion. Parce que pour le coup, les comités de protection des personnes nous disent « mais arrêtez de parler de l'effet placebo parce que vous encouragez tellement, enfin, au CPP dans lequel je travaille, on censure systématiquement. » Par contre, effectivement, cet argument-là, qui est un vrai argument scientifique, est utilisé dans ces négociations d'inclusion dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut le prendre de manière, avec énormément de précautions. L'effet placebo existe, mais l'effet placebo, il n'est pas garanti, de même que l'effet thérapeutique de la molécule testée n'est pas garanti. Donc, je pense qu'il faut garder ce très gros contexte d'incertitude, y compris là-dessus. Autre question ? Oui, Guy Simonet, le professeur Simonet. Oui, je voudrais rebondir sur cette question de l'effet placebo. Moi, je suis un tout petit peu choqué par le terme de méprise thérapeutique. Parce que vous parlez d'effet placebo, mais aujourd'hui, maintenant, je veux dire, les neurobiologistes vous parlent aussi d'open placebo. C'est-à-dire que il y a eu des expériences très sérieuses montrant qu'on explique à un patient que oui, il y a un placebo, mais qu'un placebo, ça peut marcher, qu'il y a des mécanismes, etc. Et je veux dire, et ça marche. Je veux dire, donc, je crois que là, on se prive un tout petit peu de manière négative de la différence qu'il y a entre la maladie et l'expérience de la maladie. Quand Guilhem nous l'avait bien appris, je crois qu'il ne faut pas négliger cette affaire. Moi, je trouve que c'est une connotation péjorative de parler de méprise thérapeutique, alors que c'est peut-être un moyen de remettre l'homme en situation dans sa maladie. Je veux dire qu'on n'a pas le droit de se priver de ça, et ça peut être quantifié. Je partage tout à fait votre avis sur cette idée qu'on a une difficulté en français à traduire la therapeutic misconception des Anglais. C'est une mauvaise conception. C'est pour ça qu'on parle de méprise ou d'illusion. La seule chose, c'est que nous, en éthique de la recherche, ce qu'on va regarder, c'est la validité du consentement au regard de ce qu'on va dire. Donc la réalité de l'effet placebo, de l'open placebo, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui ont mis en évidence effectivement que plus vous expliquez l'effet placebo à une personne, plus ça va marcher, notamment dans les contrôles antalgiques. Mais est-ce qu'on peut expliquer tout ça aux patients en disant, de manière libre et éclairée, sans aucune influence, dire mais de toute façon, dites oui, quelque part vous allez bénéficier. C'est dans l'acte éthique du consentement et la proposition que la méprise thérapeutique se joue. Et quand le patient, comme dans la vignette clinique, vous met en évidence que là, effectivement, il y a une confusion complète, comment on agit aussi. Donc la méprise thérapeutique, elle est beaucoup plus ancrée dans la réalité de proposer, consentir et de révéler un consentement qui n'est plus tout à fait informé au moment. Donc il y a effectivement une dimension très pratique en fait de ce concept de thérapeutic misconception. Si je peux ajouter un élément complémentaire, il faut garder à l'esprit que le cadre discuté ici est celle des maladies neuroévolutives. On est vraiment avec des patients dans des parcours de vie très particuliers, et d'autres pathologies aussi, où il y a cette notion d'absence de traitement curatif, parce qu'il faut être clair, on n'a pas de traitement curatif dans la majorité de ces pathologies. Et il faut donc prendre en compte cet aspect des choses-là quand on parle de recherche thérapeutique avec ces patients-là, parce que pour eux, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, il y a vraiment un enjeu, comme je l'ai expliqué dans mon propos, c'est ça où je vais forcément évoluer et m'aggraver. Et donc, par rapport à cet intérêt qu'on peuvent avoir les patients de vraiment participer à un protocole pour en tirer un bénéfice individuel, la majorité des patients qui rentrent dans nos essais, c'est ce qu'ils me disent, c'est ça ou c'est rien. C'est pas de la méprise thérapeutique, c'est la frontière, mais du coup, il faut être très prudent dans les enjeux qui sont évalués dans ces protocoles, dans ces cadres un peu particuliers, me semble, des maladies neuroévolutives.
Et juste, si je peux me permettre 2 secondes de rebondir, c'est aussi la manière dont on va en parler dans la société de cette notion de l'effet placebo de la participation. On a un grand institut de cancérologie au CHU de Bordeaux avec un centre d'investigation clinique où les journalistes sont venus et les journalistes se sont saisis du discours médical qui n'était pas du tout celui qui avait été énoncé. J'étais présent en disant c'est la chambre des miracles. Donc quand vous êtes patient, vous allez forcément consentir au miracle. Et il était marqué 50% des patients ont une bonne réponse. Oui, mais ça veut dire que 50% des patients voient leur cancer évoluer et vont en décéder. Donc tout dépend de comment on présente. Et là aussi, la manière dont on présente, dont on se saisit en société du placebo, de la recherche, de l'absence d'alternative, on a une responsabilité de communication. Tout à fait. Oui, je voulais. Alors, c'est sûr pour rebondir sur ce que vous avez dit, dans le cadre de la recherche psychosociale, des sciences humaines et sociales, on n'a pas cette notion de méprise et cette notion de c'est blanc ou noir et d'illusion, vous allez guérir. Mais par contre, je crois qu'on aurait bien intérêt à valoriser toute cette recherche psychosociale parce que ça sort les pratiques qui sont... alors moi, je me place maintenant chez France Alzheimer, personne n'est parfait. Et tous les ateliers que l'on peut proposer ne sont pas seulement de la gentillothérapie, comme disait notre confrère Bernard Poc, à Dax, voilà. Ah oui, on est dans les anciens combattants, nous, un peu. Mais voilà, c'est bien aussi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, et je l'ai maladroitement sans doute présenté, mais dans le cadre de la recherche psychosociale qui associe la personne malade, vous voulez quoi? Une fois qu'on vous a donné le diagnostic, vous voulez qu'on fasse quoi de votre maladie, de votre vie, de votre quotidien? Aidez-nous à vous aider. Et ça, c'est absolument très important. Ça n'intéresse pas beaucoup la presse et tout ça de savoir que quand on pratique le ping-pong une fois par semaine, eh ben, on a un soutien de ses capacités attentionnelles, de ses capacités d'équilibre, enfin, etc. La musique, c'est un petit peu pareil. Et en fait, ça n'intéresse pas grand monde parce que on attend le médicament miracle qui va guérir ces maladies-là. Et il faut sans arrêt le dire, on n'est pas là forcément pour guérir, mais bien davantage pour soigner. Pardonnez-moi, je vais juste réagir par rapport à ça. Kevin Charras de Rennes, du CHU de Rennes, pour avoir beaucoup travaillé sur la recherche psychosociale, il y a de la méprise thérapeutique, beaucoup plus qu'on ne le pense. La maladie d'Alzheimer n'est pas une indication. Première chose. Donc, le ping-pong, ça va pour certaines personnes. La musique, pour d'autres, selon les symptômes, on a des indications de traitement qu'on va mettre en place par rapport à ça. La méprise thérapeutique, elle existe dans le sens où on vous vend quand même ces interventions non médicamenteuses comme étant bonnes pour la maladie d'Alzheimer. Elle est là. Et on a des gens qui promeuvent ces interventions non médicamenteuses et on a l'impression que si on les met en place, on va guérir de cette... Non mais c'est comme ça qu'ils les vendent, c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on voit le phoque paro dans toutes les conférences. C'est le produit miracle pour la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est les gens qui ont éventuellement peut-être un problème d'affect, d'affection, de dépression. Après, il y a des thérapies de réminiscence et on le voit bien. Il faut individualiser les interventions. Et le problème aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à montrer qu'il y a un impact de ces interventions non médicamenteuses au même niveau que certains médicaments? C'est parce que justement, on n'a pas ces indications et la seule indication qu'on a, c'est de dire c'est la maladie d'Alzheimer. Donc la maîtrise thérapeutique, elle existe, elle est présente, elle est aussi présente dans la recherche psychosociale. Pardonnez-moi, mais il fallait juste recadrer les choses telles qu'elles étaient. Oui, vous avez effectivement, ça dépend aussi la capacité. Enfin, qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on évalue dans ces thérapies non médicamenteuses? Voilà. C'est justement aux personnes qui mettent en place ces interventions de déterminer ce qu'ils doivent évaluer et ce sur quoi il y a l'impact. Mais la maladie d'Alzheimer, on ne la fait pas progresser, on ne la fait pas ralentir. Il y a des symptômes qu'on va cibler précisément par rapport à ça. Voilà. Oui. Autre question? Nous avons encore la place pour 2 ou 3 questions. N'est-ce pas, Monsieur Xil? Nous sommes dans les temps. Ça va? Très bien. Il y a une question par... Ah oui, là-haut. Madame, Je vous remercie pour vos interventions. Ah pardon, excusez-moi, madame. Je rebondirai particulièrement sur vos prises de parole, Madame Demour.
ancienne élève de l'espace éthique Île-de-France et auxiliaire de vie à domicile. Alors moi, je ne participe pas à des protocoles scientifiques. Par contre, au quotidien, avec les familles, dans le cadre de ce champ de la recherche psychosociale, toute personnelle pour l'instant, mais en tout cas habitée, je crois aussi réfléchie, j'essaie de mettre en œuvre ce qui va être le maintien de certaines compétences, le maintien de certains désirs, désirs de vie, désirs d'être, dans le contexte de ce qu'a été une vie avant la maladie, avec donc les personnes accompagnées et leurs proches aidants. Aujourd'hui, avec le recul d'une pratique qui avait été anticipée par de l'accompagnement de personnes très vulnérables, atteintes de cancer, atteintes et en fin de vie, je trouve qu'il est important, en tout cas, et c'est un petit peu ce que je voudrais pointer aujourd'hui, parce qu'on l'entend à travers les interventions d'hier, dans les questionnements éthiques que pose la mise en place de certains protocoles. Je pense qu'il est important de tenir compte de la personne, dans le respect de ce qu'elle est, de sa dignité, de son contexte de vie, de la façon dont elle a vécu avec ses proches, et d'entendre sa parole. Je suis tout à fait étonnée, parfois surprise, de ces paroles qui se disent encore, parfois même par des gestes, par des comportements, et qui me permettent, moi, pas à pas, d'avancer dans ce qui est le maintien d'une réalité de vie, un maintien de possibilités, de capacité à faire, d'une autonomie, de plaisir, de désir, d'interaction, et qui encourage les aidants dans entendez encore les possibilités de votre proche, et puis avec telle chose, avec tel outil, regardez combien vous êtes allégé et combien un mouvement de vie peut encore durer. Donc quelque part, je pense que cette réalité-là, qui permet de parler franchement, qui appelle à une relation de confiance, ça a été cité dans vos recherches comme étant quelque chose d'important, cette confiance en le protocole, en la personne qui le propose, mais de ce maintien. Eh bien, en fait, la confiance de la personne, tierce personne, en partenariat avec les infirmiers à domicile, avec les kinés qui peuvent venir, eh bien, quelque part, on se rend compte des avancées. Alors, ce domicile, il existe aussi à la maison de retraite, et ça, je le vis, au sein d'une unité spécialisée. Et en fait, on s'aperçoit avec l'ensemble de l'équipe que quelque part, il y a quelque chose des représentations aussi qui doivent bouger. Vous l'avez évoqué là dans vos interventions ce matin, à travers votre intervention. Et si vous voulez, ça, c'est vraiment très, très fondamental. Aujourd'hui, c'est pas je viens avec mon savoir et je sais. Moi, j'apprends de la personne que j'accompagne dans ce temps-là au sein de la maison de retraite, au sein de l'unité spécialisée. Et parce qu'une relation de confiance se noue, il y a quelque chose qui interpelle, qui interroge. Parce que oui, il y a encore de la communication possible, alors qu'elle est en évolution et qu'on dit des choses avec des mots pas toujours bien adaptés et on a du mal, mais on vient questionner. On vient questionner et on échange, et c'est simplement parce qu'on échange qu'on avance. Donc merci à vous tous, mais je pense que, voilà, il y a des médicaments, on va les espérer. Mais au quotidien, vu l'enjeu dans les 50, au cas encore aussi, en France et ailleurs, il y a une petite réalité de terrain qui est certainement à considérer. Merci. Juste pour rebondir 3 secondes sur la notion de confiance. Je pense que c'est extrêmement important d'insister là-dessus, en sachant que la confiance est une des plus faciles choses à manipuler aussi. Et dans le cadre du consentement, c'est-à-dire que lorsque vous l'avez très bien dit, cette notion de pouvoir abuser de la relation de confiance, de dire écoutez, on va arriver là-dessus, c'est par relation de confiance que beaucoup de gens ont pris un traitement non recommandé pour la Covid dans le sud-est de la France, parce qu'on avait confiance en une figure, et donc il faut trouver ce juste milieu de la confiance qui est la réalité humaine, et puis le fait que on ne peut pas que faire confiance, il y a autre chose qui se joue. En tout cas, en tant que chercheur, considérer la confiance surtout comme un appel immense à une grande responsabilité, et y compris une responsabilité de se regarder en tant que chercheur et de se dire qu'est-ce que je suis en train de véhiculer à mon patient. Tout à fait, et même au quotidien, vous savez, cette relation de confiance, elle se remet vraiment en question. Madame, très bien. D'abord madame, et ensuite, c'est madame aussi là, je sais pas. Madame, vous avez un micro? Madame. Voilà, j'y vais. Je suis Claire de Séverac, représentante de l'association de patients PSP France. Donc la paralysie supranucléaire progressive et la dégénérescence cortico-basale, qui sont 2 maladies neuroévolutives rares, dont on
parle pas beaucoup des maladies rares, mais elles sont en évolution rapide et assez terrible. Et concernant justement les partenaires et les personnes associées, je trouve qu'on ne se pose pas suffisamment la question d'associer en amont de recherche, justement, nous qui avons vécu toutes les phases de la maladie. Bon, moi j'ai accompagné mon mari mort l'an passé, mais je suis en contact avec 250 personnes. Je suis déléguée régionale et administratrice nationale. Et on travaille par exemple sur une charte d'inclusion dans les protocoles. Parce qu'en effet, tous les malades vivent ce que vous avez évoqué, l'espoir, l'attente, l'illusion, etc. Et donc, de notre rôle d'association de patients, c'est les accompagner aussi dans les enjeux et dans la prise en compte des risques. C'est très dur de vivre la fin d'un protocole qui s'arrête. Voilà, enfin, tout ça, vous l'avez bien évoqué. Et donc, nous sommes des partenaires et bien souvent oubliés parce que les maladies rares, on les oublie. Et donc, c'est important aussi de bien les prendre comme acteurs, correspondants, co-constructeurs, co-élaborateurs. Je vous remercie pour votre intervention et vous avez entièrement raison. Hein, le champ des maladies rares, comme vous le soulignez, pose différentes problématiques. La première, c'est que comme c'est des maladies rares, on n'a pas bien conscience de ce que représentent ces maladies et du parcours évolutif de ces malades dans ces pathologies rares, telles que les maladies que vous avez énoncées. D'expérience, il y a certains laboratoires pharmaceutiques qui ont quand même des co-constructions de protocoles avec des patients et des entourages de patients justement pour évaluer la faisabilité de pouvoir réaliser tel ou tel examen. Et de plus en plus dans les co-constructions de protocoles académiques, je n'ai pas évoqué ici, mais je mène 2 protocoles d'intervention psychosociale dans ces maladies rares. Donc on n'oppose pas la recherche médicamenteuse et la recherche psychosociale, on a besoin de tout. Et à chaque fois, il y a eu une co-construction qui a été faite avec les associations de malades, des maladies rares associées. Mais vous avez raison, faire un accompagnement spécifique de ces familles et de ces patients dans ce qu'est la recherche, dans ce qu'est un placebo, parce qu'à chaque fois, quand on les met dans un essai médicamenteux, ils veulent accéder aux médicaments et on leur dit il y a une chance sur 2, si je puis dire, que vous ayez le médicament. Ça, c'est la première phase. Il y a cette acceptation-là à avoir. Et puis, effectivement, il y a la difficulté de l'arrêt du protocole. J'ai fait tous ces examens et puis on me dit qu'en fait, le médicament, il ne marche pas. Et donc, il y a aussi un accompagnement spécifique à faire. Et ce n'est pas assez développé dans les accompagnements au niveau de la recherche. Je suis entièrement d'accord avec vous et je vous remercie d'initier ce travail au sein de votre association. Oui, juste pour répondre très très rapidement, il y a aussi des innovations qui sont en cours sur le territoire français. Moi, je pense particulièrement à ce qui peut être fait du côté de Rennes, avec une communauté qui est en train de se créer, avec des citoyens en fait qui puissent évoquer, parler justement des recherches. Et c'est extrêmement important qu'on puisse déjà évoquer ça, parler en fait de recherche avant même leur création, tel que vous l'avez évoqué. On pourra inclure au travers de ces groupes-là, bien évidemment, des groupes, des fondations et ainsi de suite pour discuter. Et puis un autre exemple un petit peu de l'arrêt de recherche qui peut amener à beaucoup de questionnements. On a eu un protocole de recherche qui visait à mettre en place un fauteuil roulant intelligent, c'est-à-dire que le fauteuil roulant électrique se guidait quasiment tout seul. On lui donnait l'indication de là où on voulait aller et puis il se dirigeait tout seul. Seul problème, c'est que les personnes qui en ont bénéficié pendant un temps n'en ont plus bénéficié après le protocole. Et du coup, perdaient l'accès à leur activité de vie quotidienne. Et donc, toutes les semaines, quand j'allais dans un EHPAD, un résident me posait la question « Jérémy, quand est-ce que j'aurai ce fauteuil-là » Alors, n'ayant pas participé au protocole, moi-même, je n'avais pas d'informations à lui transmettre. Et il est décédé avant que le fauteuil ait pu être mis en place. Et ça amène à beaucoup de questionnements liés à l'éthique du quotidien et à l'accès à nos activités de vie quotidienne qui reste le fondement, à mon avis, de tout soin, mais aussi de toute recherche. Ce qu'on vise, c'est la qualité de vie des personnes qu'on accompagne et l'accès à leur activité de vie quotidienne. Et je pense que c'est un point de focus qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, vraiment. Bonjour, je suis Dr Lucie Karl-Spiver, médecin au CM2R de Limoges.
Merci à tous pour vos présentations très riches, très complémentaires, et il y aurait des tas de choses à dire. Donc, je vais sélectionner 2-3 petites questions ou remarques. La première chose, je voulais intervenir sur les interventions non médicamenteuses. Bon, comme Madame Demour, je les préconise énormément en consultation, je les défends, mais effectivement, je pense qu'il y a un abus de langage aussi. Il faut pas... La communication est essentielle. Je crois que s'il y avait un mot à tirer de tout ce qu'on vient de dire, c'est la communication est essentielle. On ne dit jamais que ça va guérir l'Alzheimer. Moi, quand je fais des présentations, je leur dis que c'est bon pour la santé cognitive. C'est bon pour la santé cognitive, la santé cérébrale, ce qui est un concept beaucoup plus large. Et voilà, la santé cognitive, la santé cérébrale nous concerne tous. Et c'est en améliorant la santé cognitive qu'on lutte contre l'Alzheimer. Mais vraiment, sincèrement, je ne dis pas, j'entends pas grand monde dire qu'on va guérir l'Alzheimer. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce que, effectivement, la presse et d'autres personnes communiquent sur ce qu'on dit. Hier soir, j'étais à l'atelier où vous avez parlé, Jérémy Hénez, et vous avez demandé au début, est-ce qu'on a confiance en la recherche? Oui. Mais est-ce qu'on a confiance dans la communication de la recherche? Non. Parce qu'en fonction du contexte, ce que vous avez dit, vous, très clairement, de qui finance la communication, qui l'organise, dans quel biais elle est utilisée, on entend des contresens absolus. Et alors, comment est-ce que notre communauté peut lutter contre ça? C'est ça vraiment une question aussi. Comment est-ce que nous, comment est-ce que la parole scientifique, la parole de la recherche peut lutter contre les idées reçues, les raccourcis, tout ce qui s'ensuit, qui fait que ça explique aussi l'illusion thérapeutique ou la méprise thérapeutique. Alors, terme très sévère, hein, parce que misconception, c'est pas méprise. Hein, ça a été très mal traduit. Méprise a quand même une connotation très négative. Style, on est en train de les manipuler. Quand on parle de méprise, on est en train de les manipuler. Or, je pense que quand on est face à une méprise, comme vous dites, ou une illusion thérapeutique, on n'est pas du tout dans la manipulation, on est dans la confrontation de l'information qu'on a donnée et la représentation du patient. Et la représentation du patient, c'est pas nous qui l'avons créée, c'est la société, c'est la personne elle-même, c'est tout ce qu'elle a, son bagage, elle arrive avec sa représentation, et cette représentation, comme vous dites, est-ce qu'il y a un bénéfice à la détruire au nom d'une vérité scientifique qui va peut-être abolir l'espoir chez cette personne? Je ne sais pas. Je ne pense pas que cette méprise est obligatoirement une mauvaise chose sur laquelle il faut lutter, du moins pas dans notre domaine. Le parallèle avec le cancer est très intéressant, mais on est d'accord, on n'est pas, je rejoins tout à fait Dr Samier, on n'est pas du tout dans les mêmes maladies, on est des maladies où il y a une désespérance énorme parce qu'on n'a pas de traitement, c'est pas choisir entre une nouvelle lignée de chimiothérapie ou de radiothérapie pour gagner 6 mois, c'est tout ou rien chez nous. Donc cette illusion thérapeutique, comme j'ai dit, ou cette méprise, elle n'est pas de notre fait. Je crois qu'il faut être clair aussi, parce que sinon on va partir d'ici avec des culpabilités monstrueuses. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai posé des questions ou si j'ai fait des remarques, mais merci en tout cas beaucoup de choses intéressantes que vous avez dit. Eh bien, ce sera la contribution finale, Madame. Merci. Et je remercie tous les participants et aussi vous toutes et vous tous pour véritablement cette confrontation, ce partage passionnant. Merci.